Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'avoir rejoint l'atelier PNL pour cette rentrée de 2023 et pour lequel je vais vous entretenir d'un sujet qui, moi, me passionne, je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est-à-dire les méta-états ou meta-states. Moi, j'aime mieux de dire en anglais, mais méta-états, mais je trouve que ça sonne pas bien. Mais on s'y fait quand même. Donc, les méta-états, c'est effectivement ce qu'on appelle le troisième modèle ou outil méta de la PNL. Et c'est d'autant plus terrible qu'il est assez mal connu, surtout en francophonie. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est sans doute parce que ça n'a pas été traduit. Alors, je vais directement partager mon écran. Alors, ce que je trouve amusant, comme je le disais, c'est qu'effectivement, quand on dit méta-état, c'est quoi? Ben, c'est méta-état connaît pas. En fait, la plupart du temps, on ne connaît pas. Et pourtant, c'est quelque chose qui n'est pas récent, puisque c'est de 1994. Moi, je l'ai découvert quand j'ai découvert son livre de Michael Hall qui s'appelle Metastate. Je ne sais pas si je l'ai ici. C'est une petite édition assez vilaine, mais c'était peut-être une version, je dirais, provisoire. Et chose étonnante et amusante, c'est que j'ai retrouvé les slides de la présentation que j'avais fait. Vous voyez, 14 mars 1999, ça ne s'invente pas, où je posais la question, est-ce que c'est un modèle de la PNL du 21e siècle, oui ou non? Nous voilà 23 ans, 24 ans plus tard. Mon Dieu, comme ça passe vite. Et là, c'était, vous avez vu, Bienvenue à Namur, c'était en fait parce que à ce moment-là, bien sûr, il n'y avait pas d'atelier PNL Zoom, c'était en présentiel. On se réunissait toute la journée et on travaillait sur des sujets et on faisait un petit moment de social sur le temps de midi. Voilà, c'était le 14 mars 99 et je trouvais que c'était assez épatant d'avoir retrouvé ça. Alors voilà, alors ce que je vais faire, c'est commencer par une petite rétrospective de ce que la PNL nous a apporté. Comme je le marque ici, tout a commencé avec le métamodèle du langage, c'est-à-dire en fait une manière de s'attaquer à la structure du langage, et c'est normal puisque Grinder, avec la grammaire transformationnelle, avait tous les outils pour explorer comment Bandler faisait leur formation de Gestalt à Santa Cruz. Et donc ça a commencé par cette exploration du langage et qui a donné lieu à ce métamodèle du langage qui permet d'interroger la structure de surface par rapport à la structure profonde et de voir quelles sont les omissions, les généralisations et les distorsions. On en a déjà parlé abondamment lors des ateliers et de toute façon ça fait partie de la formation de base. Alors l'étape suivante qui me semble prédominante et importante, c'est effectivement le développement des stratégies où là on a eu cette décomposition géniale de nos activités, de nos processus internes, jusqu'au niveau des actions en termes sensoriels, VACO. Donc, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu sens, qu'est-ce que tu entends, qu'est-ce que tu te dis quand tu fais ceci et comment ça s'enchaîne, selon le fameux modèle du TOT qui termine par un test qui dit ok, ben voilà, si le test est satisfait, on sort de la stratégie et sinon on boucle et on continue à faire la stratégie. Ce qui était génial, c'est qu'effectivement, c'est cette décomposition de nos processus internes jusqu'au niveau des perceptions. Alors, donc, en fin de compte, cette stratégie, c'est dans le bouquin NLP volume 1, rédigé en partie par Robert Dills et les autres, bien sûr. Ensuite, l'étape suivante, c'est les métaprogrammes, et ça date de 1978. Je m'adapte à la France d'une manière admirable, je trouve. Métaprogramme, c'est-à-dire en fin de compte, c'était déjà une réponse, on l'a vu aussi dans les différents ateliers, c'était déjà une réponse à certaines techniques qui ne fonctionnaient pas en faisant la PNL classique, je vais dire, de ce moment-là. Et c'était déjà une réponse pour dire, tiens, ben voilà, il y a des choses qui se passent en arrière-fond qui empêchent une bonne pratique, une bonne technique de changement qui est proposée avec les outils PNL du moment. Alors, ce que j'ai marqué ici, c'est qu'effectivement, le poisson ne sait pas qu'il est dans l'eau, c'est qu'en fin de compte, le niveau méta, ce qu'on va appeler aussi les niveaux logiques, c'est-à-dire les niveaux où on fait un état à propos d'un état,
c'était déjà présent dans la PNL depuis le début. À partir du moment où on dit qu'est-ce que tu sens quand tu fais ceci, on place la personne en position méta de manière à ce qu'elle puisse observer ce qu'elle est en train de vivre. Quand je dis comment te sens-tu, je crée un état méta qui me permet d'observer dans quelle situation, dans quel état je me sens ou la personne se sent. Donc la notion méta était déjà présente, donc les méta-états, comme j'ai marqué ici, qui ont été proposés par Michael Hall en 1994, étaient déjà présentes. La seule grande différence, c'est qu'en fin de compte, on n'en parlait pas. On l'utilisait, on y faisait appel, mais on n'en parlait pas. C'est-à-dire qu'en fait, on passait en position d'observateur, en position méta, on regardait comment fais-tu quand tu observes, comment fais-tu quand tu te dissocies, etc., etc. Donc on le faisait, mais on ne s'intéressait pas à ce niveau méta-état, méta de niveau logique supérieur, c'est-à-dire un état de conscience réflexive dans lequel je m'intéresse, je me penche sur ce que je suis en train de vivre pour le moment. C'est pour ça que je marque le poisson ne sait pas qu'il est dans l'eau, c'est-à-dire qu'en fin de compte, on faisait de la métapratique tout le temps, et ce n'est qu'à partir de Leslie Cameron Bandler en 1978 que les métaprogrammes ont été mis à jour pour savoir, tiens, dans cette manière de décrire mes ressentis, ce que je vois, ce que je sens, il y a des métaprogrammes, c'est-à-dire que je le fais avec une certaine fréquence, je le fais d'une manière générale ou globale ou précise. Enfin, je ne vais pas revenir sur les métaprogrammes. Ensuite, ce qu'il y a eu aussi, c'est l'apport aussi important, même si pour moi on peut en discuter des heures, c'est la notion de niveau logique qui a été décrit par Bateson et qui a été repris par Robert Dills avec plus ou moins de succès. Disons que le modèle s'est imposé. Au départ, il appelait ça les niveaux neurologiques, puis après il a enlevé le neuro. Il se rendait compte que ce n'était pas exactement neurologique, mais on avait déjà aussi ici un niveau de dire d'observation en disant tiens, mais voilà, dans mon environnement, je me comporte de cette manière, j'ai mes capacités, c'est-à-dire mes stratégies qui se déroulent successivement par différentes étapes, mais j'ai aussi quelque chose au-dessus qui s'appelle des croyances, des valeurs, j'ai aussi le niveau de l'identité. Donc on voit déjà que cette notion de niveau logique s'est installée et a commencé à se préciser. Et pour moi, une étape fondamentale qui a été franchie, et pourtant largement passée sous silence, je dirais, dans la PNL francophone, c'est la notion de métastase de Michael Hall, qui pour moi a véritablement, je dirais, il s'est placé dans le rôle du poisson qui a regardé l'eau. C'est-à-dire qu'en fait, il dit, tiens, c'est amusant, on fait beaucoup de positions méta, de processus méta, regardons un petit peu en quoi ça consiste et si on ne peut pas faire quelque chose avec ça en s'y intéressant, tout simplement. Alors, il faut savoir que Michael Hall, il a écrit, je crois, plus de 50 livres, donc c'est un gars vraiment très très prolifique. Il a énormément produit sur beaucoup de choses et il s'est notamment fortement inspiré de la sémantique générale. Je ne sais pas si je peux changer mon slide ou pas. Non, il ne veut pas, donc je dois mettre ma souris quelque part d'autre. Donc en fait, il s'est largement inspiré de la sémantique générale sur lequel il a pas mal écrit et il a développé, si vous ne le savez pas, ce qu'il a appelé la neurosémantique, c'est-à-dire en fait une extension de la PNL appliquant la sémantique générale. Donc vous allez voir dans sa littérature, il parle énormément de Alfred Korzybski, avec le fameux «la carte n'est pas le territoire» et qu'effectivement la carte ne représente pas le territoire. Et donc c'est la notion de conscience autoréflexive, c'est-à-dire comment je peux m'intéresser à comment je m'imagine, comment je me représente et comment j'identifie ou je reconnais les qualités de l'expérience que je suis en train de vivre. J'ai ajouté aussi, pour ceux qui sont plutôt fans, j'en avais beaucoup fait pas mal de recherches autour de ça. C'est Bertrand Russell avec la théorie des types mathématiques. C'est tout ce qui est notion de type logique et de classification en classes et instances. Je ne vais pas rentrer là-dedans parce que le plus important à mon sens, c'est Gregory Bateson avec ses fameux niveaux logiques. Je crois que c'est pour une écologie de l'esprit, je crois qu'il a défini ça, avec les niveaux logiques de l'apprentissage qui ont été récupérés par plusieurs auteurs et notamment c'est de ces
niveau logique de l'apprentissage que Diels s'est inspiré pour définir les niveaux logiques que j'appelle de Diels, pour les différencier des autres. Pardon. Alors, bon, décidément, il ne veut pas changer. Juste pour la petite notion, parce que moi, ça m'a passionné. Vous avez, bon, Korzybski, il date quand même déjà de quelques décennies. Et il avait représenté cet objet construit avec des plaquettes de fer et des ferrailles et des ficelles pour représenter le mécanisme qu'on pratiquait quand on fait des abstractions. C'est-à-dire, en fin de compte, on prend une expérience concrète et puis on enlève des éléments pour arriver à la syntaxe qu'on a dans notre langage, où un mot représente simplement une forme de réalité. Je trouvais que cet objet était assez intéressant. Je ne sais pas si on peut encore le voir quelque part. Mais ça relève de ça, cette notion de généraliser, faire des omissions, faire des distorsions éventuellement, pour pouvoir qualifier d'un nom une certaine expérience, un certain objet, une certaine personne, ou toute forme d'expérience qu'on peut vivre. Alors, pardon. Revenons maintenant à ces méta-états. Alors d'abord, de quoi parle-t-on quand on parle d'un état? Eh bien, il s'agit d'un instantané, c'est-à-dire comment je me sens là, maintenant. Un état corps et esprit. C'est important de ne pas simplement considérer la notion de ressenti corporel, mais c'est aussi ce que je suis en train de penser pour le moment. On verra bien tout de suite l'impact de la temporalité. Mais pour le moment, gardons cette notion d'instantané, sachant que bien sûr, tout est processus. Mais on est dans l'instant. Qu'est-ce que je sens là maintenant? Qu'est-ce que vous sentez là maintenant dans votre corps, dans votre esprit? Qu'est-ce qui se passe? Comment vous évaluez? Comment vous entendez? Comment vous comprenez? Quels liens vous faites, etc. Et donc cet état est piloté quelque part par des idées, des significations. Et on sait très bien que c'est systémique. Comment je me sens va induire comment je vais penser, comment je vais réfléchir, comment je vais donner sens. Et ce que je donne sens va piloter ma manière de me sentir et de vivre l'expérience. C'est donc véritablement un ressenti général, comme on dit un gestalt, c'est-à-dire un ensemble de ce que je suis en train de vivre pour le moment. Ce que Michael Hall utilise, il appelle ça thought feeling, donc il utilise partout dans sa littérature TF, thought feeling, c'est-à-dire pensée ressentie. Et il le représente par un cercle, par opposition aux stratégies où c'est des petites boîtes qui s'enchaînent avec un test. Ici, il le fait sous forme d'un cercle. Ça, c'est la symbologie qu'il utilise quand il fait des modélisations, on va dire, ou des décodages. On va le voir tout à l'heure. Alors, ma souris ne veut absolument pas. Il faut absolument chaque fois que je reclique. Je ne sais même pas où je dois cliquer. Alors, un méta-état, c'est tout simple. C'est un état à propos d'un autre état. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je suis dans un état, je vais sortir là maintenant, il pleut, ben je vais ressentir de l'inconfort, je vais me sentir mouillé, peut-être que j'aurai froid. Donc c'est en fait mon environnement, mon état interne qui va me faire ressentir quelque chose. Le méta-état, c'est un état à propos de cet état. C'est dans lequel je dis, waouh, ben oui, ah zut, il pleut, je suis sorti au mauvais moment, ou c'est pas confortable, ou c'est pas agréable, j'espère que ça va pas durer longtemps. Ça c'est tout ce qui est la nature du méta-état. Donc c'est un état à propos d'un autre état. Donc on utilise notre attention qui est réflexive et consciente, bien sûr, pour créer un état de niveau logique supérieur. Et là, vous allez tout de suite voir que on retrouve cette notion d'état méta dans lequel on dit, tiens, qu'est-ce que je suis en train de vivre pour le moment? On crée cet état à propos d'un autre état. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire véritablement des empilements de plusieurs états dans une structure qui à ce moment-là devient verticale. Alors qu'avant, on parlait plutôt de stratégie qui avançait dans le temps. On est ici plutôt dans une notion d'empilement, c'est-à-dire là je suis assis à mon bureau. Pendant ce temps-là, je suis en train de penser, tiens, qu'est-ce que je suis en train de raconter? Est-ce que ça a du sens? Au-dessus de ça, j'ai peut-être un méta-état de temporalité. Est-ce que je suis dans les temps par rapport à ce que j'ai envie de partager? D'accord? Donc, je peux avoir différents états en disant, tiens, là, je me sens bien, là, je me sens mal, ou je me sens mal parce que je me sens mal, etc., etc. Donc, c'est véritablement un empilement de plusieurs états. La plupart du temps, on va en identifier qu'un seul. Je vis quelque chose, mon état primaire, on appelle ça, et
je vis quelque chose par rapport à cet état. Donc comment je l'évalue, comment je le ressens, comment oui, je lui donne sens, comment je l'identifie même. Alors, si on regarde maintenant, donc j'ai représenté cet état par ce petit bonhomme tout à fait sympathique qui regroupe l'ensemble. En fait, si vous regardez par rapport au niveau logique, ça englobe mon identité, mes valeurs, mes croyances, mes capacités et mon comportement. Et vous voyez tout de suite la dimension temporelle où le niveau de la capacité ou stratégie ou même des comportements, à partir du moment où je vais instancier mon comportement, bien sûr la stratégie se déroule. Et là, j'ai repris ma représentation du taux, donc c'est-à-dire en fait un test, un trigger de départ, un déclencheur de départ, suivi d'une ou deux étapes, suivi d'un test, et je sors du test parce que la stratégie est accomplie, ou bien je boucle et je continue à l'effectuer. On a donc ici bien véritablement les deux notions. Vous connaissez très bien, je sais, comment est-ce qu'on appelle encore ce modèle-là? Moi, c'est l'index de computation. L'index de computation. L'index de conscience. L'index de conscience aussi. On le connaît bien, c'est un modèle que j'utilise beaucoup personnellement parce que je préfère celui-là au niveau logique. Parfois, on ajoute une couche à l'extérieur qui est les couches des croyances, mais celui-là, tout le monde le connaît. Processus interne, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? C'est mes stratégies. État interne, on est en plein dedans. Comportement externe, qui forment un ensemble systémique où l'un influence l'autre. Il n'y a pas de surprise, vous connaissez ça tout très très bien. Par contre, ce que j'aime bien, c'est de le représenter d'une autre manière. C'est en fait de le représenter comme ceci. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ça c'est peut-être la manière, je vais pouvoir l'observer. Je vais pouvoir observer le comportement externe de la personne et je vais pouvoir éventuellement questionner ou inviter la personne à se questionner sur qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi, quel est ton processus interne et dans quel état te sens-tu. Alors je l'ai mis volontairement dans ce sens-là parce que on a le processus interne que j'ai mis à gauche, qui est plutôt, je dirais effectivement cerveau gauche, c'est-à-dire stratégie, analytique, rationnelle, décomposition dans les différentes étapes. Ensuite, on a du côté droit, c'est l'état interne, il est holistique, c'est un état global. Comment tu te sens là maintenant, d'accord ? Donc c'est plutôt cerveau droit, global, systémique. Bon, c'est un raccourci, mais je pense que ça a du sens. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est de voir, c'est que vous connaissez toutes ces techniques. L'état interne, comment est-ce qu'on travaille l'état interne? C'est par des ancrages principalement, d'accord? C'est un ancrage qui va associer complètement la neurologie, la physiologie et la manière de penser, etc. de la personne à travers un ancrage qui va associer un geste visuel, auditif, kinesthésique à un état. C'est comme ça qu'on va pouvoir travailler sur les états internes. Alors que les processus internes, là, on va décomposer en étapes VACO. Qu'est-ce que tu vois? Et ensuite, est-ce que tu vois quelque chose? Est-ce que tu sens quelque chose? Et ensuite, et ensuite, et ensuite. Et on va décomposer jusqu'à avoir les choses, je dirais les éléments VACO les plus élémentaires qui vont être déterminants dans la réussite ou l'échec de la stratégie. Donc là, on est plutôt cerveau gauche, linéaire, VACO, décomposition temporelle, alors que le droit est plutôt dans son entièreté. Par rapport au méta-état, une énorme différence entre justement ces états que Michael Hall appelle primaires, c'est-à-dire qui sont connectés à une expérience directe, interne ou externe. Les méta-états ne répondent pas de la même manière. Et c'est ça qui est intéressant parce que ça va expliquer notamment pourquoi certaines pratiques PNL, comme certains ancrages, vont fonctionner ou ne vont pas fonctionner. C'est que les états méta, les méta-états, sont nettement plus abstraits parce qu'ils sont composés de couches empilées logiquement et parfois tellement engluées que ça devient difficile de distinguer de quoi elles se composent. En fait, c'est exactement la même chose que les stratégies. Si vous avez déjà fait des décodages de stratégies auprès de personnes, vous allez descendre dans un niveau de précision où la personne dit mais moi je vois rien là, j'entends rien, je ne peux pas dire que ce que je vois, que ce que j'entends, parce que c'est une découpe trop petite. Les méta-états, c'est la même chose s'ils sont
particulièrement bien entraîné, si ce sont des méta-états que vous pratiquez, je dirais, habituellement, parce que ce sont des états que vous avez appris à automatiser, etc., ça va être très très difficile de distinguer les niveaux qui la composent. Donc, essentiellement, ils sont plus abstraits et c'est essentiellement par la linguistique, par les questionnements, les outils de questionnement qu'on va pouvoir travailler sur les méta-états, au contraire des états primaires qui, eux, se travaillent peut-être d'une autre manière, notamment avec les ancrages. Il y a cet aspect multicouche qui les rend plus complexes et qui nécessite en fait un travail différent, tout simplement. C'est pas plus compliqué, c'est simplement autre chose. Et ils sont aussi plus diffus et moins localisés. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'en fin de compte, un ancrage du style, je sais pas moi, on me fait une belle surprise, je vais sentir de la joie, c'est un rayonnement, chaleur, etc., que je vais pouvoir localiser. Les méta-états sont beaucoup plus diffus dans nos ressentis corporels. Je dirais, le lien entre le kinesthésique ressenti réellement et le méta-état est plus compliqué à identifier parce que ce sont des états qui font appel à des niveaux logiques que notre ressenti corporel a du mal à exprimer clairement, je vais dire. On les ressent, mais c'est plus compliqué à identifier, à faire le lien direct entre ressenti corporel véritable et le méta-état proprement dit. Donc on a peu de sensations, et si on a peu de sensations, bien sûr, pour piloter une personne dans les sensations, c'est plus compliqué si on veut travailler sur les méta-états. Et comme je l'ai marqué ici, c'est difficile ou même impossible de les ancrer. Et ça explique pas mal de choses sur un exemple de méta-état qui est tout à fait courant, c'est l'estime de soi. Alors on peut dire, ouais, mais c'est pas un état, c'est une qualité, c'est une ressource. On peut discuter comme on veut. Si je me sens dans un état où j'ai une bonne estime de moi, de préférence, ça induit en moi un méta-état qui peut être travaillé selon ces techniques des méta-états plutôt que sous forme d'une stratégie en disant tiens, pour avoir une bonne estime de toi, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu sens d'abord, qu'est-ce que tu entends, etc., etc. Ça, c'est peut-être plus compliqué, c'est peut-être pas non plus nécessaire, et ça permet de pouvoir travailler. Donc, et effectivement, c'est probablement plus difficile. Alors, vous allez pouvoir ancrer des états de confiance ou des états de satisfaction ou des choses pareilles, mais ancrer un état d'estime de soi, enfin, si vous avez un tout petit peu pratiqué la PNL, vous avez une idée de ce que ça peut représenter comme challenge, de pouvoir le représenter comme ça et de pouvoir l'activer par un ancrage. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez peut-être amener la personne à vivre. Tiens, rappelle-toi une fois où tu as vécu et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, qu'est-ce que tu sentais, qu'est-ce que tu... etc. On va faire un rappel par rapport à un état antérieur. Ça, éventuellement, ça pourrait être fait. Mais les ancrages, c'est beaucoup moins évident. Autre chose, donc effectivement, en fait, ce qu'on va pouvoir travailler avec les métastates, les méta-états, c'est ce que Michael Hall appelle des méta-ancres ou ancres abstraites. C'est-à-dire, ce sont des structures logiques dans lesquelles je vais dire, ben voilà, rappelle-toi un moment où tu faisais bien les choses et un moment donné où tu prenais conscience que tu étais satisfait ou satisfaite de ce que tu faisais et que tu étais fier de tes ressources et en pleine conscience, etc. Donc je vais emmener la personne à travers le langage à vivre cette expérience en l'emmenant à travers des structures véritablement linguistiques. Et comme Michael Hall le dit, les structures linguistiques agissent comme une colle conceptuelle, en fait, qui va attacher en disant, tiens, ben voilà, tu es content tu travailles, tu fais quelque chose, ça se déroule bien, et tu te vois, et tu es content de toi, et tu ressens la satisfaction de te voir l'exécuter convenablement, ou avec les qualités qu'il faut, ou avec expertise et compétence, ou vitesse, ou perfection, tout ce que vous voulez. Donc en fait, je vais utiliser les mots pour amener la personne à reconstruire ce méta-état. Alors,
de nouveau, pour revenir à la distinction, parce que c'est important de faire la distinction entre ce que j'appelle état primaire, enfin, ce que Michael Hall appelle un état primaire et un méta-état, c'est qu'effectivement, un état primaire est évoqué par des représentations internes, par du vacuum, par des images, des sons, des pensées, des choses qui peuvent se passer. Et dans la physiologie aussi, je peux me sentir tendu, détendu, relax, énergique ou complètement amorphe, etc. Donc je vais pouvoir travailler ça au niveau des états. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Effectivement, comme c'est pensée plus physiologie plus neurologie, on peut donc facilement envisager de passer d'un état interne à l'autre. C'est ce qu'on fait dans les trainings ou des choses pareilles, où on va faire des stratégies dans lesquelles on va dire on passe de cet état de prêt au changement, en train de changer, satisfaction d'avoir changé. On peut passer par différents ancrages. C'est des ancrages qu'on fait, ancrages spatiaux, ancrages n'importe, auditifs ou kinesthésiques. On peut activer, désactiver, donc on peut jouer à tout ça. Tout ça, vous connaissez très bien, j'imagine. Et bien sûr, parce qu'il faut toujours bien garder à l'esprit que cette notion d'état, c'est à la fois un instantané, mais c'est aussi, je dirais, la température, la qualité de votre être au moment où vous êtes en train de l'observer et qui vous rend ou pas performant ou pas performant. Et donc, c'est tout à fait intéressant. Et bien souvent, en fait, on néglige. D'ailleurs, je vous invite, parce qu'en préparant ça, ce matin, je me suis posé la question, tiens, voilà, je me suis mis toutes les 20 minutes ou toutes les demi-heures ou toutes les heures. Tiens, comment je me sens? Tiens, comment je me sens? Tiens, comment je me sens? Et c'est marrant, parce qu'en fait, on voit que ça change, mais on ne le remarque plus. On ne le remarque plus. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui est continu, mais en fait, on passe par énormément d'états. Et ça, c'est un avantage de ces méta-états, c'est effectivement, c'est un état dans lequel je me plonge et qui me permet de mieux observer ce que je suis en train de vivre. Et notez bien que c'est ça qui est intéressant. C'est que autant sans les méta-états, on est plutôt dans ce et qu'est-ce que tu fais après, et qu'est-ce que tu fais après, qu'est-ce que je suis en train de faire, qu'est-ce que je suis en train de mettre en place, donc les stratégies dans l'aspect temporel. Ici, c'est plutôt une sorte de température globale que je vais qualifier ou pas en fonction de ce que je suis en train de vivre. Alors, une chose qui est intéressante, c'est que les méta-états, alors on va mettre des qualités, il y a différents impacts, et ça c'est vachement intéressant. On a d'abord, par exemple, un effet de réduction. Si par exemple je suis dans un état de doute, et que je mets un méta-état de doute sur le doute, eh ben mon doute est moins douteux. D'accord? Je doute moins. À partir du moment où je mets du doute sur le fait que je doute, ben tout d'un coup, mon doute n'a plus la même qualité. Il s'est quelque part réduit. Un autre impact, c'est le contraire. Je peux intensifier. Si j'ajoute du calme, si je mets un état de calme sur mon état de calme, je suis encore plus calme. Si je mets de l'anxiété à l'anxiété, je suis encore plus anxieux. Si je mets de la peur sur la peur, aussi. Si je mets de la colère sur la colère, la même chose. Donc, si j'installe un méta-état d'une certaine qualité sur un autre, je vais en influencer la nature et en tout cas la manière de le ressentir. Une autre manière de faire, c'est un petit peu, je dirais, une extension de la réduction. C'est que je peux avoir ici la négation, le doute sur le doute, c'est une négation. Donc en fait, je peux réduire vraiment d'une manière substantielle. Doute sur doute, procrastiner de procrastiner, qu'est-ce que ça donne, d'accord? On peut aussi exagérer, distorsion, j'ai dit tout à l'heure, colère sur la colère, peur sur la peur. Je peux aussi créer des paradoxes. C'est les fameux « sois spontané », où tout ce qui est écrit ici est faux. D'accord? Ça, c'est clairement un problème de confusion de niveau. Quand je dis « il est interdit d'interdire », c'est comique, mais à la fois, c'est parce qu'on a aplati les niveaux logiques que ça devient, entre guillemets, un non-sens. À partir du moment où je suis dans un niveau méta, il est interdit d'interdire, ça a du sens.
c'est parce qu'on aplatit les niveaux. Et donc les méta-états, effectivement, permettent de générer ce genre de paradoxe par soit spontané, tout ce qui est écrit est faux, ou bien n'importe, tout ce que vous pouvez imaginer qui va créer ce paradoxe entre ce niveau état primaire et ce méta-état. Interruption, vous mettez de l'humour sur de l'anxiété, vous mettez de l'humour sur des sérieux, et tout d'un coup, votre état primaire est transformé. Confusion, mais toutes les confusions que vous pouvez imaginer, humour sur anxiété, soit ça va interrompre, soit ça va générer de la confusion. Si je commence à mettre... Enfin, je ne sais pas, si vous imaginez pourquoi des gens aiment aller voir des films d'horreur, c'est pas parce qu'ils aiment avoir peur. Oui, c'est parce qu'en fait, quelque part, ça les amuse d'avoir peur. Donc, en fin de compte, ces états vont générer des situations qui vont influencer dans le bon sens. A priori, on n'a pas envie d'avoir peur, et pourtant, on va quand même au cinéma voir des films d'horreur, parce que justement, c'est le niveau méta qui permet de se sortir de cette peur. Et alors bien sûr, on a, et c'est sans doute même le plus important quelque part, c'est tout ce qui est dissociation. Le questionnaire sur l'écologie, donc l'écologie d'un projet de changement ou n'importe quoi, c'est typiquement un méta-état qu'on applique à ce que je suis en train de vivre pour dire, tiens, à quoi ça va ressembler ce changement que je veux? Donc la vérification d'écologie est par définition un méta-état. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, on est, dans le cas en tant que PNListe, on est les poissons et nous avons oublié que nous sommes dans l'eau. Et c'est pour moi l'énorme avantage de ce qu'apportent les méta-états, c'est effectivement de prendre conscience que ces méta-états qu'on utilise d'une manière habituelle, et je prends les questionnaires sur l'écologie, mais on peut prendre la double dissociation ou la dissociation VK, visuelle kinesthésique, qu'on fait pour les peurs, ou etc., etc. On les fait déjà, mais on ne se pose pas la question. Ici, ce que propose Michael Hall et que je trouve qui est hyper intéressant, c'est beaucoup plus de finesse dans l'analyse de qu'est-ce que je fais avec ça. Si vous imaginez, vous connaissez la technique de la dissociation double ou VK, ou tiens, voilà, j'ai un souvenir pénible qui me rend triste, qui me rend, je ne sais pas, en colère ou n'importe quoi. Je la place sur un écran et je me mets dans la salle de cinéma et j'observe la scène, éventuellement l'envers, etc., etc. On connaît tous ça. Si ce n'est pas suffisant, je vais dire, mets-toi dans la salle de l'opérateur, regarde-toi dans la salle en train de regarder le film, hein, vous connaissez bien. Ça, vous connaissez. Ajoutez simplement dans cette position de l'opérateur dans la salle des machines, ajoutez simplement de l'humour. Et qu'est-ce que ça change? Mais ça change tout, en fait. Ou de la curiosité. Donc, si à la place de simplement dans les dissociations, on ne se contente pas simplement de faire un état soi-disant neutre, mais qu'on va y mettre une qualité d'être, un état particulier, si vous prenez cette double dissociation, si vous avez pris l'exemple de quelque chose que vous projetez au mur ou sur l'écran, de désagréable, de triste ou tout ce que vous voulez, vous mettez dans la salle, vous vous placez dans la salle avec curiosité, et puis vous vous placez dans la salle d'opérateur avec tendresse ou compassion. Vous sentez tout de suite ce qu'on peut générer tout simplement en travaillant sur la nature de ces états dissociés. Et je trouve que c'est véritablement par le simple fait de s'intéresser à cette notion de méta-état, tout d'un coup, on découvre une foule d'options auxquelles on n'aurait éventuellement pas pensé pour l'appliquer. Alors, qu'est-ce que j'allais dire encore par rapport à ça? Qu'est-ce qui se passe si on veut travailler sur véritablement le décodage d'un méta-état? C'est véritablement un accompagnement à travers le langage.
à travers le langage et par exemple détecter des oui j'aimais pas cette situation où oui la personne me dit ça ben j'ai entendu un méta-état quoi. D'un côté il y a la situation qu'elle est en train de vivre et je n'aimais pas c'est quelque chose dans lequel il y a un jugement une évaluation. Donc je vais pouvoir m'interroger sur les deux et ce qui est intéressant c'est que je vais pouvoir travailler sur les deux. Donc si par exemple, j'ai eu le cas il y a 2 jours où une personne m'expliquait, ils ont vécu une soirée de Noël atroce dans laquelle ils se sont crêpé le chignon dès l'apéritif. Et après, la personne racontait, oui, ben voilà, je me sentais super mal parce que je voulais que la fête soit réussie, etc. Et puis maintenant, je suis vachement en colère sur ce qui s'est passé, alors que ça se passe une seule fois par an, pour une fois, etc., etc. Alors, on a véritablement, avec ces deux méta-états, deux possibilités de travailler. Je pourrais recadrer la situation primaire en disant peut-être que tu n'as pas vu exactement ce que tu as vu, ou recadrer ça, la signification que j'ai donnée à la chose, mais je peux aussi ajouter au niveau méta et dire, mais oui, tu peux comprendre aussi que sa manière de réagir, c'était parce qu'elle était épuisée, ou parce qu'elle était fatiguée, ou parce qu'elle n'a pas compris, ou etc., etc. Donc en fait, je peux travailler sur les deux niveaux à la fois. Ce que je trouve très puissant, c'est qu'effectivement, on devient conscient de la distinction. Ce qui me donne le choix d'intervenir à l'un ou l'autre niveau. Et pour moi, ça c'est une énorme source de liberté, et en tout cas d'option d'action qui va permettre d'aider la personne beaucoup plus facilement. Je dirais, en dehors de ça, je dirais, bah oui, bon, écoute, elle était fatiguée, c'était Noël, tu peux comprendre quand même. Et puis on voit que ça lutte contre, parce que la personne, elle s'est sentie mal de voir sa sœur ou sa cousine, je ne sais plus, provoquer une crise pour rien du tout. Je peux aussi dire, acceptons ça, parce qu'on ne peut pas changer ça. Regardons au niveau méta. Comment tu observes ça quand tu sais qu'elle est stressée, qu'elle risque de perdre son emploi, etc., etc. Ah ben oui, là tout d'un coup, ça devient différent. Donc en fait, c'est ce qu'on fait en général quand on le fait, mais de nouveau, c'est aussi ça la puissance et l'avantage de la PNL, c'est qu'elle nous donne les distinctions qui nous donnent des options supplémentaires pour agir. Alors, qu'est-ce que j'avais? Voilà ce que je marque ici. J'ai l'impression, je sens. Donc, c'est l'écoute de tout ce qui est mots qui évoque un métaniveau. Et aussi de travailler corporellement. C'est-à-dire que si la personne n'a pas un ressenti clairement identifié, et c'est aussi parfois un problème, soit c'est parce qu'elle n'est pas habituée à s'écouter corporellement ce qu'elle ressent, mais peut-être aussi parce que c'est un méta-état tellement englué que c'est difficile d'avoir un vrai ressenti. Si je sens à la fois de la compassion pour la colère, d'avoir vécu la tristesse, etc., etc. Je ne sais plus, j'avais un exemple là quelque part. C'était une mère de famille qui se mettait en colère parce que son fils ne faisait pas ce qu'elle avait demandé. Ok, soit. Directement après, elle s'est sentie mal parce qu'elle dit, ben voilà, je me suis senti mal parce que incompétente en tant que parent, je ne suis pas capable d'exprimer ma demande. Et qu'avec ça, je me mets en colère. Et puis, ça me rappelle que j'ai fait du coaching ou de la thérapie dans lequel on m'a appris à essayer de dépasser ces colères quand on ne fait pas ce que je demande. Et donc là, j'ai plutôt honte d'avoir payé autant de sessions de thérapie pour quand même ressentir la colère et en plus avoir la tristesse. Enfin bref, vous imaginez les états qu'on peut composer et comment travailler sur ça sans les méta-états, mais c'est quasi pas possible quelque part. Je vais interrompre ici pour faire un tout petit tour de table ou d'écran, c'est comme vous voulez. C'est une belle découverte, hein. Merci beaucoup, Christian, de partager ça. Mais ça me fait penser à plein de trucs parce que quand on fait le cercle d'état ressources, le cercle d'excellence, hein, ce que Robert Dill s'appelle le cercle d'excellence dans Être coach, il y a un petit peu cette recherche de plusieurs ancrages avec un état compliqué, ça me rappelle un peu ça.
Et dans l'index de computation, index de conscience, t'as pas mis les flèches qui vont des processus internes vers le comportement, ou du comportement vers l'état interne, etc., qui me font penser un peu à ces métastates qui sont quelque part aussi des connexions entre différentes choses. Mais peut-être je comprends mal aussi, hein. Je rentre dedans, c'est un peu nouveau pour moi, quoi. Mais ça me fait penser à tout ça, et donc je te remercie de partager tout ça. Michel, tu allais dire quelque chose? Non, j'allais pas vraiment dire quelque chose, mais je peux dire quelque chose. Au fur et à mesure que tu parlais, j'analysais les états. Ça me faisait vraiment rire d'analyser les états des états. Mais c'est vrai on fait un petit peu ça, mais on n'est pas conscient en fait qu'on peut aller beaucoup plus loin si on sait, si on prend conscience des méta-états, on peut vraiment aller plus loin dans notre questionnement et dans notre recherche dans la finesse. Ouais. Je trouve que c'est pas mal ce truc, hein, en fait. Enfin, c'est la prise de conscience plus que la connaissance qui me parle. Voilà. Ouais, ouais, mais pour moi, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fin de compte, si on regarde, quand on a appris à décoder les stratégies, les différentes étapes du VACO, etc., etc., on dit, ah ben oui, en fait, oui, on le savait déjà aussi, tu vois. Et c'est parce on gagne une liberté d'action supplémentaire, pas simplement temporelle, mais plutôt vers le haut, qu'on découvre des nouvelles distinctions, en fait. Et ça, je trouve que c'est très intéressant, surtout pour des États, euh, on les sent pas là. Il y a quelque chose, on n'y arrive pas à détricoter le machin. Je me rappelle, quand j'avais lu le bouquin et j'avais accompagné une jeune fille qui était, elle avait des échecs à répétition, etc., etc. Et elle était paniquée chaque fois qu'elle devait faire un examen. Et pourtant, elle connaissait sa matière, mais elle était paniquée, et tellement paniquée, d'échec en échec, elle avait véritablement développé ce qu'on appelle la peur d'avoir peur. En fin de compte, c'était pas suffisant d'avoir peur sur l'examen. Elle avait déjà largement peur avant d'avoir peur, parce qu'elle avait peur d'avoir peur, quoi. On a simplement travaillé sur cette distinction, distinguer cet état de peur par rapport à la vraie peur. Et ça a été une libération hyper puissante, quoi. Bon, je dis, moi, je suis en face d'une sorte de phobie, on va traiter ça avec un switch, ou je ne sais pas exactement quoi. Non, en fait, il a suffi simplement qu'elle prenne conscience de sa peur d'avoir peur, et quand tu seras à l'examen de toute façon, bon, tu auras probablement encore la peur, et ça, on peut la travailler par rapport au fait de savoir, etc., etc. Mais la peur d'avoir peur, en fait, n'avait plus d'existence au moment de l'examen, quoi. En tout cas, c'est ce qu'elle m'a confié après, quand je l'ai revue après l'examen, parce que le lendemain ou le surlendemain, elle a passé ce fameux examen, et elle a dit que cet état de peur d'avoir peur, elle l'a vécu comme quelque chose de flottant, en fait. Elle était déconnectée de ça. Elle était déconnectée de ça, et elle a pu faire son examen normalement, en fait, je veux dire. Avec le stress de tout le monde, hein, mais voilà, quoi. Dire deux choses. La première chose, c'est que j'attends le replay pour réécouter parce que j'ai la sensation qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut que j'écoute une deuxième fois et peut-être même une troisième fois. Et le deuxième point, c'est que j'ai vu le mot esprit et ça m'a paru hyper intéressant, hyper important parce que l'esprit était vraiment out de la PNL. Et personnellement, je suis très contente qu'on réintroduise le concept et le niveau de l'esprit dans la PNL. Voilà pour moi. Ouais, merci. Ce que je vais simplement ajouter à ce que tu viens de dire, c'est que Michael O va plus loin que ma manière d'aborder les méta-états. Euh, il incorpore carrément les croyances dans les méta-états. Alors, je suis à la fois d'accord et à la fois, pour moi, ça me complique un peu conceptuellement. J'ai un peu de mal par rapport à ça. Donc, modestement, je me contente de travailler sur des états et des états sur des états. Et je ne vais pas trop loin dans les croyances. Mais de toute façon, vous savez très bien que quand on fait tout ce qui est technique de changement de croyance, on passe dans un ancrage de « je suis en doute »,
j'accepte la possibilité de cette nouvelle croyance, enfin, toutes ces techniques qu'on connaît. Ce sont des méta-états qu'on installe, en fait. Quand on installe un ancrage de doute ou un ancrage de je pense que c'est possible, en fait, on travaille exclusivement sur base de ça, en fait. Et de nouveau, comme je disais tout à l'heure, on était déjà dans l'eau comme poisson. Oui. La seule chose maintenant, c'est qu'en fin de compte, on sait sur quoi on peut jouer ou pas. Ou pas. Mais il va vraiment très très loin. Il incorpore tous les niveaux logiques de Diels. Il les incorpore dans l'état. Pour moi, c'est trop globalisant que pour être opérationnel, mais c'est mon niveau de pratique pour le moment, quoi. Oui. Christian, moi, je voulais te remercier pour cette session-là. On ne se connaît pas encore visuellement. Et c'est la première fois que je suis en direct avec vous. C'est plusieurs fois que je vois des retours d'enregistrement. Moi, je suis un petit peu scotché par la puissance suggérée par ce que tu viens de dénoncer, avec une certaine limpidité en ce qui me concerne. Et je vois tout de suite des applications extrêmement… je ne sais pas si on m'entend là, je pense. Sur le mode conversationnel, et mode doux et avec compassion, je crois que ce nouvel outil, ou cette nouvelle conscience en tout cas, en ce qui me concerne, peut me permettre d'aborder par complexité avec plus de sérénité, puis surtout d'apporter certainement quelque chose de plus de pertinent, en tout cas, c'est ce que je souhaite. Alors, j'ai trouvé ça puissant et excellent et très agréable à suivre. Alors, merci encore, Christian, et en plus pour tout le réseau du groupe PNListe que l'on peut trouver en ligne. Merci pour cette initiative, encore une fois. Christian? Merci Hervé. Qui parlait? Je ne sais pas. C'est moi. Sébastien. Ouais. Tel que je comprends les choses, du coup, le méta-état, c'est quasiment l'état interne de moi en train de m'observer, en train de vivre à l'état interne. Ouais, c'est ça? Tout à fait. Et du coup, si je travaille avec quelqu'un sur ce méta-état, je modifie donc l'état interne qui ressent aux observants et donc la chaîne d'états qui sont en dessous, qui sont des états en dessous en fait. Si j'ai plein de méta, si j'ai un empilement de méta-états, que je travaille sur le niveau le plus haut, je vais modifier tous les états qui sont en dessous. C'est ça? Les influencer, comme j'ai marqué tout à l'heure, tu peux soit les amplifier, soit les atténuer, soit les distorsionner, soit générer de l'humour. Et c'est ça qui est hyper puissant, c'est qu'effectivement, allez, Hervé a parlé, il a dit ok, merci pour les ateliers, etc. J'ai méta-état de satisfaction, oui. Au-dessus de ça, je me dis, tiens, est-ce qu'on reste que dans le cadre par rapport au temps? Et je peux travailler sur les trois en même temps. Je peux travailler sur satisfaction, mais aussi sur maîtriser le temps, etc. Donc, je vais pouvoir jouer sur ça, en fait. Et moi je trouve que c'est où c'est très, très aidant. C'est pour tout ce qui est nos mécanismes, je dirais, automatisés de réaction. C'est-à-dire d'ici, on me remercie, j'accepte mal les compliments, par exemple. Ouais, j'accepte mal les compliments. Directement, j'ai le méta-état qui dit, tiens, je reconnais mon état de accepter mal les compliments. Et pendant ce temps-là, je reçois le compliment. D'accord? Sur quoi je joue? Mais moi, ça me donne une puissance d'action qui est phénoménale, réellement phénoménale. C'est-à-dire que oui, je dois accepter sur mon état de ne pas accepter. Et automatiquement, il y a tout qui se transforme, dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Je peux faire des choses horribles avec ça, parce que la peur d'avoir peur ou la colère d'avoir la colère, c'est quelque chose de pénible. Mais c'est génial parce que je détecte, je suis dans l'état de… Je me mets en colère. Merde, je me suis encore mis en colère sur ça. J'avais dit à mes enfants, quand je dis des gros mots pour un conducteur qui me dépasse mal ou des choses pareilles, vous me prenez au mot. Oui? Je dis, hey, voilà cet enfoiré qui vient de me dépasser sans clignoteur. Mes enfants, papa, t'as dit un vilain mot. Qu'est-ce que je ressens à ce moment-là? Je suis dans un méta-état.
Alors j'ajoute une couche d'humour. Je dis bravo les gars, vous avez fait votre boulot, vous m'avez aidé. Ou bien taisez-vous, vous savez pas de quoi vous parlez, c'est moi qui conduis. D'accord? Et moi, ça me donne des possibilités conscientes d'action. Et ça, je trouve que c'est extraordinairement puissant. Alors, je ne sais pas exactement comment on l'a fait, j'en parlerai tout à l'heure, mais j'ai vraiment fait cet atelier sur les méta-états parce que je sais, que c'est très méconnu dans le monde PNL francophone, parce que c'est pas traduit, je l'ai dit au début, et surtout parce que j'ai appris récemment qu'en fait, il vient à Paris au mois de janvier. Je dis, bon Dieu, il faut pas rater ça, parce qu'il a quand même un certain âge déjà, comme la plupart des grosses pointures PNL américaines, etc. Et il va justement parler de, en fait, la ressource qu'il a utilisée pour mettre au point ce modèle des méta-états, c'est-à-dire en fait la capacité de résilience. Donc c'est en travaillant la résilience qu'il a pris conscience que l'état était trop compliqué pour en créer. L'état était trop compliqué pour faire des empilements ou des chainings. En fait, il n'y arrivait pas à installer cette résilience. Et résilience, estime de soi, donc tous ces états, je dirais à la fois super attractifs, en fait sont probablement des états suffisamment complexes que pour ne pas être travaillés comme simplement joie, tristesse, colère, etc. Et ça, je trouve que c'est vraiment exceptionnel. En dehors de ça, je sais aussi qu'il a développé un mode de modélisation, et moi je suis passionné de modélisation, donc qui travaille beaucoup sur les états méta. Et ça, je suis aussi curieux de l'entendre, parce que c'est quelque chose de super intéressant. Et on le voit bien avec les questionnements, on peut véritablement arriver à décomposer des choses. Bon, j'ai passé sur beaucoup de choses. Quand j'avais fait cet atelier en 99, c'était une journée complète. Donc on avait travaillé sur changement de croyance et des choses pareilles. Donc il y a énormément de choses qu'on peut faire que moi j'ai déjà pratiqué et qui fonctionne bien. Là, en 1h30, c'est bien sûr pas le temps de le faire, mais c'est quelque chose qui, à mon sens, est véritablement, moi je pense, aussi révolutionnaire que les stratégies, quoi. C'est au même niveau. C'est une autre dimension, mais c'est au même niveau. Autre chose, autre commentaire? C'est Chantal? Oui, je me demandais, au niveau de la dissociation impliquée par un état, un méta-état, tu vois, à partir du moment où je m'interroge, je me mets en métaposition pour m'interroger sur mon ressenti, dans quelle mesure, et certainement si je les empile, je ne me dissocie pas de plus en plus. Ah oui, oui, exactement. C'est exactement ça. Si tu dis, voilà, je m'interroge sur mon état, à ça tu ajoutes une couche de doute sur ta capacité de bien détecter ton état, tout d'un coup, ça se transforme. C'est pour ça que justement les méta-états sont plus loose, comme on dit en anglais, sont plus déconnectés, déliés de nos ressentis. Tu l'as dit toi-même, c'est parce que justement, j'ai introduit des dissociations supplémentaires. Donc, c'est un avantage et c'est un inconvénient. Par contre, ce que je n'ai pas dit, je pense, il distingue encore, il y a beaucoup de choses, hein, je suis obligé de raccourcir, mais il distingue des méta-états qui sont englués, c'est-à-dire qu'en fin de compte, ils sont tellement concaténés qu'on n'arrive plus à savoir quel est le ressenti primaire de l'autre. Est-ce que c'est de la honte, sur la colère, de la tristesse? Enfin bref, c'est compliqué. Mais il y a aussi des états qui sont des méta-états flottants. C'est-à-dire qu'on a construit un état méta, mais on a perdu l'origine de l'expérience primaire. Et c'est des choses qu'on va utiliser qui vont être bien et pas bien, ça dépendra des cas. Mais par exemple, le test d'écologie, c'est typiquement un état flottant. Parce qu'en fin de compte, on peut le balader où on veut pour évaluer une situation qu'on ne vit pas. Hein, parce que quand je te demande et comment ça sera quand tu auras fait le changement, c'est pas ton état primaire, hein, sauf si je t'ai associé. Et encore, on peut discuter sur ça. Oui.
Donc, ce qu'il appelle des états flottants, ce sont des états qui ont été des agglomérations, et en fait, compte l'état primaire, quelque part, il a été skippé, il a été généralisé, on va dire. Oui, il a été généralisé de sorte qu'il n'est plus connecté à une réalité du présent. Et là, de nouveau, pour travailler ça, on va faire quoi? Souviens-toi d'un moment où tu as vécu ce genre de situation, on va retrouver une expérience concrète, et alors on va pouvoir décomposer le méta-état et éventuellement ajouter des choses supplémentaires. Et comment on fait pour ajouter des choses supplémentaires? On va ajouter des qualités d'état, du doute, de l'humour, de la compassion, ou du dégoût, à la limite, oui. Si je veux amener une personne à changer, je vais peut-être mettre un méta-état de dégoût, ça j'en veux plus, ou de rejet massif sur l'état que je suis en train de vivre. De nouveau, c'est toutes des choses qu'on faisait déjà, hein. C'est ça que je trouve intéressant. Mais quand je dis que ces méta-états, c'est quelque chose qu'on faisait déjà avant, vous avez peut-être construit un méta-état dans lequel vous vous dites « Ah ben oui, en fin de compte, c'est pas si original que ça, je le savais déjà. » Oui? Et sur ce méta-état-là, vous pouvez dire, tiens, j'ajoute l'état de dire, mais en fait, c'est vrai, je le faisais déjà, mais c'est une distinction que je n'avais pas distinguée, et donc le fait que je le faisais déjà, tout d'un coup, cette expérience prend une nouvelle couleur. Et on a fait déjà 3 niveaux. Oui? Moi, Christian, ça me fait penser un peu, alors, je sais pas, au PNLT. C'est une technique, niveau perception, niveau logique et ligne de temps. Et je pense que les méta-états, ça peut être vraiment aidant, toujours sur le mode conversationnel, c'est celui qui m'intéresse, pour aller chercher des choses qui sont des fois les cases qu'on n'arrive pas à aller chercher dans un état, justement dans un état un peu plus... Oui, tout à fait, tout à fait. Je te suis complètement. Et il y a énormément d'applications, hein. Transformation essentielle, travail sur les méta-états purs. On remonte de 4 niveaux jusqu'à l'état, jusqu'à un méta-état global, amour universel, harmonie totale, etc., etc. Il n'y a pas plus beau méta-état, et probablement il n'y a rien au-dessus. D'accord? Dissociation, on l'a déjà dit. Tout ce qui est changement de croyance, où vous allez faire des ancrages sur des états de doute, des choses pareilles. En fait, il y a énormément de techniques. Et ce que je trouve intéressant, c'est que c'est comme quand j'ai découvert les sous-modalités. Avant, je me disais, il n'y a que du visuel, il n'y a que de l'auditif. Et ben, tout d'un coup, là maintenant, j'ai découvert une dimension supplémentaire et je peux travailler sur du cadre, sur de la couleur, sur du mouvement, sur du bruit, sur du son. Avec les méta-états, c'est la même chose. Je connaissais les états, mais maintenant, je peux travailler avec d'autres finesses, d'autres choses qui permettent de faire basculer parfois. Moi, je l'ai dit, ce qui m'a le plus marqué, c'est quand j'accompagnais des personnes qui étaient... Dans quel état elle est, quoi. C'est ça, quoi. Des trucs, je dis, comment est-ce que je vais m'en sortir? Comment je vais m'en sortir? La plupart du temps, si on prend la casquette méta-état, on commence à distinguer des choses. Parce qu'en fin de compte, distinguer horizontalement, ça ne marchera pas nécessairement. Ici, on travaille dans le vertical. On va dans le méta, dans le monde du dessus. Ça, c'est le schéma que je voulais encore vous proposer. C'est effectivement ce que je vous avais dit. Je viens de vous dire maintenant. C'est qu'en fin de compte, le méta-état vous permet de travailler dans une verticalité. C'est une dimension supplémentaire qui travaille dans le niveau d'abstraction des états sur des états. C'est pour ça qu'il y a les 2 petits bonhommes. C'est les boules qui représentent chacun des états. Alors qu'avant, on était plutôt habitué à travailler temporellement. Donc voilà, on peut voir méta-état et sous-modalité, il y a aussi tout un boulot à faire. Méta-état et croyance, on l'a déjà dit. Méta-état et stratégie, parce qu'en fait, quand vous pouvez décoder les stratégies à différents niveaux, hein. À chaque niveau méta, vous pouvez définir une nouvelle stratégie, quelque part. Méta et recadrage, je l'ai dit. Transformation essentielle, je l'ai dit. Dissociation VK, je l'ai dit. Et je vous laisse ouvert à toutes les formes aussi d'extension. J'ai vécu une jeunesse difficile, automatiquement, je me sens comme ceci. Recadrage méta. Voilà. Prends conscience qu'effectivement, à 8 ans, la carte d'un enfant de 8 ans est peut-être plus compliquée, en tout cas plus parcellaire, moins argumentée, où tu as moins de connaissances, etc.
Une fois que tu as pris conscience de ça et que tu as observé ton expérience, vécu une jeunesse difficile, comment te sens-tu? Oui, on passe vers le haut et on redescend vers le bas. Et on n'a pas travaillé sur la stratégie du tout. On pourrait travailler sur la stratégie, mais on ne l'a pas fait. Alors, je termine ça, voir s'il y a encore l'autre question, mais moi, c'est quelque chose j'avais tenté l'expérience avec Shelley Rose Charvet et je me disais, tiens, mais voilà, à partir du moment où, au niveau de l'atelier PNL, je parle d'une initiative ou d'un projet ou d'une technique, ici, clairement, je savais que Michael Hall allait être là et je savais très bien que Repère organise une formation de 2 jours, le 26 et le 27 janvier 2023. Moi, personnellement, j'y vais, c'est certain, parce que je n'ai jamais rencontré Michael Hall. Et vraiment, un mec qui a écrit 50 bouquins, qui a connu depuis le début jusqu'à la fin, etc. Pour moi, c'est immanquable. C'est d'office, j'y vais. En plus, c'est le sujet sur la résilience, c'est-à-dire la ressource qui a servi à mettre au point les méta-états. En plus, le lendemain, il y a le congrès NLPNL, ils ont invité Michael Hall parce qu'il est à Paris et il va faire une conférence sur la modélisation. Alors, je me suis dit, tant qu'à faire, travaillons gagnant-gagnant. Donc, j'ai pris contact avec Repère, j'ai pris contact avec la NLPNL et on est tombé d'accord sur le fait que quand vous vous inscrivez via l'atelier, vous avez automatiquement 10% de réduction sur la formation. Si vous vouliez y aller, c'est tout bénéfice. Et si vous ne vouliez pas, vous n'avez rien perdu non plus, rien non plus. Et pour les NLPNL, c'est 140 pour les non-membres et c'est 120 pour les membres. Et NLPNL est d'accord que si on vient de la part de l'atelier PNL, vous avez le prix membre sans être membre. Sautez sur l'occasion parce que je trouve que ça vaut vraiment le coup. Parce que c'est un personnage, à mon sens, qui mérite d'être rencontré. Je suis curieux de le voir. Et je vais en profiter pour organiser, comme je viendrai aux deux, une rencontre PNListe à Paris le 27 janvier, donc entre les deux, en soirée, comme ça, on peut rencontrer les gens qui ont envie de se rencontrer. Ça, c'est ce que je voulais vous partager parce que je trouve que c'est intéressant d'utiliser, je dirais, la dynamique de l'atelier PNL pour offrir des possibilités à ceux qui éventuellement, de toute façon, auraient peut-être été, j'en sais rien. Moi, je ne pousse pas à la consommation, je veux simplement dire que c'est une opportunité ce gars-là, moi, franchement, je ne vais pas le louper, quoi. Ça, c'est clair. Merci beaucoup d'avoir participé. Ça m'a remis encore en selle pour retravailler la matière. J'ai recommencé à relire le livre et c'est vraiment, il y a beaucoup de choses que j'avais oubliées. Et j'espère que ça vous aura stimulé, que vous allez voir reconnaître déjà des manières de faire que vous faisiez avant, en fait. Donc, le but n'était pas de dire vous n'avez rien compris, vous ne faisiez rien convenablement. Vous le faisiez déjà convenablement, vous avez simplement maintenant 1 ou 2 cordes en plus à votre arc, en fait. C'est rien de plus que ça, en fait. Enfin, c'est ce que je pense. Et c'est comme ça qu'on fait les meilleurs liens. Merci pour tout. Et moi, je suis d'accord pour des ateliers plus longs si on se met à travailler par groupe, quoi. Ouais. Après, c'est vrai qu'on dit souvent ça et puis on n'arrive pas à trouver de créneau, mais... Moi, je te suis réellement reconnaissant et encore merci pour ce soir-là. J'ai passé vraiment un très bon moment et très instructif, puissant et ouais, ça me redonne de l'énergie. Merci beaucoup. Super, merci beaucoup Hervé, bienvenue dans le groupe. Merci Stéphane d'être revenu, passez nous voir. Merci Chantal pour être malade et malgré tout présente. Et Michel d'avoir trouvé le bon lien au bon moment. Et Landy, je ne sais pas parce que je ne la connais pas, ou je ne le connais pas, je ne sais pas si c'est fille ou garçon. Merci beaucoup pour votre attention et votre participation, c'est très stimulant. Je suis content d'avoir pu partager ça avec vous. À bientôt et à une prochaine. Ciao, ciao.